Voilà, on y est. Voilà, donc là, je me remets en plein écran. On va voir si ça, on verra si ça fonctionne à la fin de la séance. Alors, au programme aujourd'hui, donc je vais corriger normalement les deux premiers exos avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire si j'avais commencé le premier exercice avec vous de la partie 2? J'avais fait le calcul de la capacité, de la charge portée par les armatures, etc. Est-ce que je l'avais fait ou pas, ça? Oui. Oui, oui, je l'avais fait, d'accord. Donc on avait dû arriver à la question 3. Donc je vais rapidement, je vais vous remettre les résultats. Et puis voilà, on va passer aux questions suivantes alors du coup. Euh, alors, voilà, donc je vais vous remettre les résultats de l'exercice 1. Alors, donc on avait calculé la capacité. Donc c'était un condensateur plan à armature carrée, métallique, séparé par de l'air. Voilà, séparé par de l'air avec voilà, entre oui, et puis avec une tension appliquée sur le condensateur de 10 000 volts. Alors, rapidement, la capa, c'est epsilon 0, epsilon R, multiplié par A et divisé par E. E, c'est l'épaisseur, c'est 2 mm. A, on a vu que c'était 0,25 mètres carrés. Donc, on est dans l'air, donc epsilon R est égal à 1. Le epsilon 0, c'est 8,85 10 moins 12. Et on avait trouvé pour la capacité 1,1 nanofarad. Voilà. Ensuite, pour la charge des armatures, il y avait une formule donc, qui vous donne la charge. QA, la charge de l'armature A égale à moins QB, égale à C multiplié par UAB. Donc, si on fait le calcul UAB, ici, c'est 10 000. Et donc, 10 000 fois 1,1 nano. Nano, c'est 10 moins 9. Là, ça vous fait 1,1, 10 moins 5, moins 5 coulombs. Voilà. Le champ E qui se développe à l'intérieur du condensateur. Donc là, je vous avais dit une petite formule que vous aviez vue en terminale. Vous faites la tension divisée par l'épaisseur entre les plaques, la distance entre les plaques, et vous avez le champ qui va régner à l'intérieur. Le champ, vous voyez, c'est lui qui est responsable de la force électrique qui va s'appliquer sur les charges ensuite, sur des charges électriques. Voilà, alors c'est pas toujours aussi simple pour calculer un champ, vous allez voir que voilà, suivant les structures, ça peut être un peu plus compliqué, mais voilà, donc vous faites simplement E égale U divisé par E. Donc on avait le U qui vaut 10 000. On divise par E, c'est 2 mm. Et on a alors ça fait du 0,517, ça faisait du 50 millions, je crois. Voilà, 510 volts par mètre. Et on avait vu que ça, c'était plus grand que le E max de l'air, c'est-à-dire que l'air, en tant qu'isolant, il peut tenir au maximum. Alors, il peut tenir au maximum, je crois que c'était 3 millions de volts. On avait vu ça sur le petit tableau qui est à la page du condensateur, donc sur le cours. 3 millions de volts par mètre. Voilà. Donc là, c'est supérieur à la tension de claquage. Donc là, le condensateur va claquer. Donc ici, claquage du condensateur. Voilà, donc ça a pour effet de faire une petite étincelle à l'intérieur du condensateur. Comme c'est de l'air, il risque de se renouveler, mais c'est jamais très bon. Hein. Si vous avez un diélectrique, au contraire, ça va détruire le diélectrique. Donc ça a plutôt un effet destructeur sur le condensateur si on met une tension supérieure ou un champ supérieur à ce que peut supporter le condensateur. Voilà. On est arrivé là. Alors, la quatrième question, on vous dit, on remplace. Voilà, on remplace l'intérieur du condensateur par du mica. Alors, le mica, c'est un minerai
voilà, qu'on trouve un petit peu. Alors, on le voit, on en voit des fois sur des cailloux, alors des cailloux qui brillent un peu, vous voyez, qui vont un peu briller au soleil. Généralement, il y a un peu de mica à l'intérieur, hein, c'est brillant, ça fait un petit peu comme une roche un peu stratifiée. Voilà, c'est un très bon isolant, il a des très bonnes propriétés. Vous voyez, alors regardez les propriétés de l'isolant, on les a ici. Je reviens sur le cours, voilà, à la page du condensateur. Euh, Voilà. Alors, vous voyez que, regardez, si on prend l'air, vous voyez le cours, hein, regardez, je suis revenu à la page 26 du cours, hein, sur le condensateur. Voilà, et je passais en revue quelques isolants qui peuvent être utilisés dans les condensateurs. Vous voyez que, donc, on est avec de l'air, on a une permittivité relative qui vaut 1. On a un champ max qui vaut 3 kV par millimètre. 3 kV par millimètre, ça veut dire 3 millions de volts au maximum par mètre, hein, c'est pour ça que le condensateur est claqué. Si je prends du mica, vous voyez, regardez le mica, j'ai une permittivité relative de 6 au lieu de 1 pour l'air, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout, j'ai un champ max à ne pas dépasser, la rigidité diélectrique pour le mica qui vaut 70 kV, 70 millivolts par millimètre. Et 70 millivolts par millimètre, c'est 70 millions de volts par mètre. Donc vous voyez que le champ max de claquage, il est 25 fois supérieur au champ max applicable à l'air. Donc là, c'est plutôt extrêmement intéressant. Et en plus, on va multiplier la capacité par epsilon r. Donc la capacité, elle va être 6 fois plus élevée que celle qu'on avait pour le condensateur à air. Voilà. Donc là, je reviens au télé. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez ça en fait, hein. Vous avez, alors si on essaie de représenter un petit peu la structure du condensateur, là, c'est la plaque de mica qui va être prise en sandwich entre les deux armatures métalliques. Là, donc on a une première plaque, voilà, on va essayer de dessiner un petit peu la structure. Euh, voilà, une deuxième plaque. Et donc ça, c'est à peu près savoir, ouais, si on donne un petit effet de perspective, on va voir ça. Donc là, vous avez, et ici, vous allez, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà, hein, je vais avoir, vous voyez, donc ça, c'est la plaque du dessus, c'est euh, une plaque conductrice. Et donc, vous voyez ici, là, ça, c'est du conducteur, hein, on peut, voilà. Voilà, donc ça, c'est dessus, j'ai un conducteur. Voilà, entre les deux. Oui, entre les deux plaques, ben, je vais avoir ici, je vais mettre en jaune. Vous voyez, je vais avoir ici, je vais avoir l'isolant. Donc, votre isolant, vous l'avez là. Voilà, donc l'isolant, je le mets en jaune. Alors, comment on fait du undo? Voilà, et en dessous, j'ai une autre plaque métallique, hein. Euh, voilà, donc, vous voyez, c'est à peu près cette structure-là. Voilà, donc là, vous avez en rouge l'armature du haut. Ici, ça, c'est le mica. À l'intérieur, c'est le mica. C'est l'isolant. Là, vous avez une première armature.
En dessous, vous allez avoir une deuxième armature en dessous. Donc là, j'ai l'armature A, par exemple, et ici, j'ai l'armature B. C'est entre les deux que je mets la différence de potentiel. D'accord? En dessous, j'ai la même chose que ce que j'ai en dessus. Quelle est la nouvelle valeur de la capacité? Donc là, je vais faire epsilon 0, epsilon R, multiplié par A et divisé par E. Donc là, la seule chose qui change, c'est l'epsilon R qui vaut 6. Donc on va voir 6 fois la valeur de la kappa qu'on avait précédemment. Donc ça vous fait 6 nanofarad. Donc j'ai C qui vaut 6,6. Ensuite, voilà que devient la capacité, donc 6,6. Calculer de nouveau la charge qui est portée par les armatures et le champ électrique à l'intérieur du mica. On vous demande ensuite de conclure. Ça, c'est la question 5, je crois. Ouais, c'est ça, question 5. Alors, QA, l'armature du haut, égale à moins QB, C fois UAB. Voilà, C c'est toujours c'est bon, 6, 6, 10 moins 9, UABC 10, 4, donc ça vous fait du 6, 6, 10 moins 5 coulombs, hein, c'est une charge électrique. Voilà, donc la charge des armatures ici c'est 6,5, 6,6, 10 moins 5 coulombs. Voilà. Le champ E qui est appliqué, le champ E, il ne change pas, puisque le champ E, on a dit qu'on faisait U divisé par E. On va retrouver toujours la même chose, hein. Donc, ça fait 10 000 divisé par 2, 10 moins 3, et ça me fait 5 millions de volts par mètre. Voilà. Sauf que ici, ce 5 millions de volts par mètre, il est inférieur au E max. D'accord ? Inférieur à E max, puisque le max ici c'est 70 pour le mica, c'est 70 millions de volts par mètre. D'accord? Donc ici, on n'a pas de claquage. Là, ça fonctionne normalement. Pas de claquage, donc en fonctionnement normal, on est bien en dessous du champ limite que peut supporter le mica. Voilà, alors, ensuite, on va essayer de se placer. Donc, on va essayer de se placer au champ limite à la tension maximale admissible. Voilà, c'est l'objet, ça, de la question 6, donc la tension de claquage de ce condensateur, c'est-à-dire la tension max admissible. Et ensuite, quelle est l'énergie qui peut être emmagasinée dans ce condensateur en travaillant donc avec la tension maximale. Alors, donc, c'est plutôt le 6. La tension max, alors la tension max, elle se dit du champ max. Hein, puisque le champ max, c'est U max divisé par E. La tension max, qu'on appelle tension de claquage du condensateur, ça va être E fois E max. Alors, E, c'est 2 milli, 10 moins 3, multiplié par 70, 10, 6. Ah, vous voyez que ça fait 140 000, donc 140 kilovolts. Voilà, je vous laisse peut-être noter tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas monter, on ne peut pas aller au-delà, mais on peut atteindre quand même ces 140 kilovolts. Voilà, alors qu'avec de l'air, déjà 10 000 volts, c'était un peu trop.
Je vous laisse noter tout ça, je vous laisse quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions là sur ce qu'on vient de faire? Des questions, pas de questions? Non, ça va. Ça va? Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Voilà. L'énergie, alors vous savez comment on calcule l'énergie, vous vous souvenez? L'énergie qui est emmagasinée dans un condensateur, j'ai noté ça grand E ou W, comme vous voulez. C'était quoi la formule? Je vous avais dit qu'il fallait apprendre. C'est un demi de C fois U carré. Voilà, 1 demi de C fois U carré. Donc là, on veut le E max. Donc c'est 1 demi de C U max au carré. Donc 1 demi, C c'est 6, 6, 10 moins 9, multiplié par U max carré. Donc 140, 10, 3 au carré. Alors si je fais le calcul, je crois que ça fait 65 joules. Alors je vais le refaire quand même, je ne me souviens plus trop, je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça fait 33. Alors on va le refaire. 33 fois. Oui, c'est ça, ça fait environ 65 joules, hein, le max. C'est-à-dire qu'on stocke ici, dans le condensateur, vous voyez, si on arrive à la tension de plaquage, donc à la tension limite, au maximum, on peut stocker 65 joules, hein, bon, ce qui ne fait pas énormément d'énergie, hein, finalement. 65 joules, c'est pas voilà, comme ça que on va faire fonctionner un moteur électrique très longtemps. Hein, vous voyez, c'est assez peu d'énergie, mais par contre, ça fait... vous voyez comment elle peut se décharger de manière très rapide et assez brève. Ça peut faire des puissances mises en jeu qui sont assez importantes. Vous voyez que la tension est quand même de 140 000 volts au borne, donc ça fait une tension qui est très très élevée. Hein, et ça peut faire un pic de courant voilà, qui peut être très élevé. C'est-à-dire que là, par exemple, avec ce peu d'énergie, vu que les plaques elles sont à 140 000 volts, si vous touchez un tel condensateur, vous électrocutez sans aucun problème, hein, à cause de la tension qui est forte. Hein, donc ça va faire un pic de courant, voilà, même si votre résistance de votre corps c'est 1000 ohms. Vous voyez, ça fait un pic de courant qui est quand même très élevé. Ça ferait un pic de courant quasiment à 140 ampères qui pourrait donc potentiellement mortel, qui dure pas très longtemps, puisque en fait on monte, ça dure à peu près 5 constants de temps. La constante de temps, ce serait RC, donc 140 000 divisé par, il faudrait faire 6,6 10-9, donc ça ferait quelques millisecondes. Voilà, mais ça reste un fort courant, un pic de courant qui est très important. Donc potentiellement mortel, hein, un tel condensateur. Après, c'est pas beaucoup d'énergie, effectivement, ça va pas, voilà, c'est de l'énergie qui va durer dans une résistance, hein, ça dure à peu près 5 constantes de temps, et une constante de temps, c'est R fois C, la résistance fois le condensateur. Donc, vous voyez, c'est assez, voilà, c'est de l'énergie qui va, une fois qu'on fait le contact, qu'on ferme le circuit, c'est l'énergie qui disparaît malgré tout très rapidement. Voilà. Alors, pour les condensateurs, je vous disais qu'il y avait beaucoup d'études qui continuent à être faites sur les condensateurs. Alors, actuellement, c'est plutôt des structures qu'on appelle des supercondensateurs, sur lesquels il y a beaucoup d'études. Alors, les supercondensateurs, c'est un peu différent. On a des matériaux qui sont un peu différents. Un principe qui est de stockage de l'énergie qui n'est pas juste sur les armatures, qui se fait un peu plus en profondeur dans le matériau. Et avec ces fameux qui n'ont pas tout à fait la même structure que les condensateurs dont on vient de parler, on arrive à avoir des capacités très fortes, c'est-à-dire qu'on a des capacités qui valent plusieurs dizaines de milliers de farad, donc qui sont assez énormes. Mais par contre, les matériaux ne tiennent pas des tensions très élevées, c'est-à-dire que généralement, on a des tensions qui peuvent pas dépasser quelques volts sur le condensateur. On arrive à stocker une énergie qui est relativement forte, mais avec des tensions qui sont pour l'instant assez faibles. Et ça, ces supercondensateurs, c'est considéré comme l'avenir des véhicules autonomes électriques. Puisque voilà, à terme, on aimerait bien que ça remplace les batteries chimiques, hein, parce que même les batteries avec des piles à hydrogène, vous voyez, ça reste des batteries chimiques basées sur les oxydoréductions, avec des durées de vie limitées, certains inconvénients, et des charges qui sont pas forcément, des charges de batterie qui ne sont pas forcément très rapides, contrairement à des supercondensateurs. Voilà, donc
Il y a beaucoup d'études sur ces condensateurs-là pour stocker l'énergie plutôt sous forme électrostatique que sous forme électrochimique. Voilà, ça, vous aurez l'occasion d'en entendre parler un petit peu au cours de vos études. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. Alors, je vais me mettre ça de côté. Voilà. Voilà, je vais passer au deuxième exo. Alors, s'il y en a certains là qui veulent, voilà, hein, je vous laisse peut-être une minute ou deux si vous voulez prendre la correction. Pour les autres, vous pouvez commencer l'exercice 2 si vous avez terminé. Voilà, alors, donc on passe à l'exercice 2 s'il n'y a pas de questions particulières. Alors, donc l'exercice 2, voilà, c'est l'étude cette fois-ci, non pas d'un condensateur, mais d'une bobine. On avait vu que l'autre composant électrique linéaire qu'on trouve et qui rend compte d'autres effets, d'autres phénomènes électriques, c'est la bobine, hein. On a des phénomènes d'induction dans une bobine. Voilà, ensuite, c'est plutôt des phénomènes capacitifs dans un condensateur. Et puis, on a vu aussi la résistance avec donc tout ce qui a trait à la résistance, les phénomènes résistifs. Voilà, donc ça, c'est l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on vous dit une bobine de forme torique en forme de tore, hein. Donc, la bobine, elle peut être cylindrique, c'est-à-dire que le bobinage peut se faire autour d'un cylindre, ou on peut faire se rejoindre les deux bouts du cylindre. Vous voyez, mettre le cylindre sous forme d'un cercle, où on fait se rejoindre les deux bouts, pour bobiner la surface dans moins d'espace, si vous voulez. Comme ça, dans moins de longueur, ça encombre moins. Hein, on fait une espèce de donut. C'est comme si on bobinait le fil de cuivre autour d'un donut, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que ici, vous voyez la structure de cette bobine-là, ce serait la suivante. Là, vous voyez votre bobine qui va avoir cette forme. Et puis, on va bobiner. On va bobiner autour de cette forme-là. C'est-à-dire que là, on va avoir ça. Vous voyez, ça, c'est les spires, c'est le bobinage. Voilà. Et donc là, j'ai les deux bornes de la bobine, hein. C'est ici, vous voyez que je vais envoyer un courant. Si j'envoie un courant, on va l'envoyer ici avec un générateur. Et donc le courant, il va ressortir par là. On va le retrouver ici. Voilà, il ressort par là. Vous voyez donc le rayon du tore. Le rayon du tore, vous l'avez ici. Voilà, c'est ça le rayon du tore. Ça, c'est le centre ici, hein, de la bobine. Ouais, le rayon, donc voilà, c'est ça. C'est pas à pas confondre avec la surface de la spire. Vous avez le rayon et puis votre spire. Quand on vous parle de surface de la spire, à la surface de la spire, ça va être ça. Hein, donc là, j'ai la section de la spire qui vous est donnée. Hein, le S, vous l'avez ici.
Ah oui, la spire, on le voit pas bien, mais bon, j'ai un petit peu pas trop bien dessiné, mais la spire, elle est circulaire, hein, donc toutes les spires ont la même section, le même périmètre, la même section, et le tore, il a un périmètre qui est différent. Vous voyez le tore, la longueur du tore, elle, vous voyez, elle, c'est mince. Vous voyez, L, ça va être 2pi grand R. Ça, c'est la longueur du tore. Alors, donc, on vous demande la première question, c'est calculer l'inductance. Et ensuite, c'est des questions voilà, relatives un petit peu au fonctionnement en régime variable de la bobine. Alors, vous voyez, je vais revenir un petit peu. Alors, on vous dit que l'intérieur du tore, hein, le matériau qui constitue, si vous voulez, l'espèce de donut, ça, c'est le cylindre dont on a fait se rejoindre les deux bouts, c'est un matériau qui s'appelle du permandur 5. C'est en fait un alliage de cobalt et de fer qui est beaucoup utilisé en électrotechnique parce que ça a des propriétés ferromagnétiques qui sont intéressantes, donc des propriétés de magnétisme nettement meilleures que celles qu'on aurait avec de l'air. Voilà. Alors pour ça, je vais revenir au cours. On va voir le cours voilà, sur la bobine. Vous l'avez ici. Alors attendez, voilà. Donc, alors, je vais retrouver ça. Je l'ai. Je l'ai. Alors, la bobine, oui, je l'ai après. Je l'ai ici. Voilà. Alors, j'ai des formules qui me permettent de calculer l'inductance de la bobine. Vous voyez, là, je l'ai ici, ma formule. Vous voyez, je vais faire avec ça. Voilà. J'ai L qui est égal à mu0, mu R fois n carré fois S est divisé par L. Alors, qu'est-ce que c'est que mu0? C'est la perméabilité magnétique du vide, 4 pi 10-7. Mu R, ça va être la perméabilité relative du matériau magnétique. Ici, ça va être le permandur 5. N, c'est le nombre de spires. Alors, je crois que vous avez, c'est une bobine avec 1000 spires. Donc, vous avez 1000 au carré, vous allez avoir. Et S, c'est la section de la bobine, hein, c'est-à-dire la surface d'une spire. Hein, c'est pas la surface du tore, c'est la surface simplement d'une spire. Ça vous est donné, je crois que c'est 10 cm². Et puis le L, c'est la longueur de la bobine. Ici, c'est une bobine qui est torique. Donc le L, c'est 2πr, puisqu'on vous donne le rayon du tore. Alors, il nous faut le mu-R du permandur 5. Vous voyez, c'est ça. C'est un alliage de fer et de cobalt. Vous voyez, le mu-R, vous l'avez ici. Le mu-R, vous l'avez là. C'est 3500. Hein, voilà, avec ça, on a un peu toutes les infos. Oui, on va avoir besoin également de l'énergie magnétique dans une bobine. Hein, c'est W égale 1,5 de Li carré. Hein, donc ça, vous pouvez le relever. Et avec ça, on en a assez pour faire l'exo. Voilà, donc l'énergie en joule. Voilà, vous voyez que le modèle dont on aura besoin tout à l'heure, vous voyez le modèle aussi de la bobine. Très souvent, c'est une bobine théorique en série avec une résistance RS. En série avec une résistance RS. La résistance RS, en fait, ça représente la résistance du bobinage en cuivre. Hein. C'est bobiné un grand nombre de fois. Et donc, on a une certaine résistance. Attendez, 30 secondes. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc avec ça, on en a assez pour faire les calculs. Donc, je reviens au TD. Là. Alors, j'applique ma formule pour calculer l'inductance. Et juste, monsieur, Oui, je vous écoute. les formules là, elles sont à prendre ou pas? Ou elles Non, sont la données formule pour d'inductance, non. Par contre, la formule de l'énergie, ça revient souvent, il faut connaître. Ce que vous devez connaître pour le condensateur, c'est Q égale QA égale C fois UAB. Le C égale epsilon 0, epsilon R fois A sur E, c'est pas nécessaire, ça éventuellement je vous le donne. Il faut connaître l'énergie d'un condensateur, W égale 1,5 de CU carré. Vous voyez, c'est des choses qui vont servir pour le prochain cours. Et pour la bobine, il faut connaître le U de T égale LDI sur DT.
Alors pour le condensateur, c'est I égale CdU sur dt, donc ça il faut connaître, la formule courant tension pour le condensateur. Okay. Pour la bobine, c'est U égale I sur dt, donc ça va servir aussi. L'énergie dans la bobine également, il faut connaître, un demi de Li carré, ça nous sert. Et après, par contre, le calcul de l'inductance, non, hein, ça c'est juste un peu à titre indicatif pour faire quelques exemples, pour voir des ordres de grandeur. Donc ça, si vous l'aviez à l'utiliser, ça je vous le donnerai. Voilà. Par contre, ce qui est très important, c'est les formules I fonction de U ou U fonction de I pour la bobine et le condensateur. Parce qu'ensuite, quand on va faire les régimes transitoires, c'est le dernier chapitre du semestre. Là, on a besoin de toutes ces relations-là hein, pour trouver l'équation différentielle d'un circuit RL, RC, RLC, etc. Voilà, donc ça on s'en sert. Après, le reste, effectivement, les formules qui permettent de calculer les caractéristiques de la bobine du condensateur en fonction de sa forme géométrique, donc ça, non, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc là, on le fait pour l'avoir fait une fois. Voilà, le L, donc on va faire hein, mu0, mu-R, fois n carré fois S, et divisé par L. Donc mu0, mu-R, c'est 4pi 10 moins 7, ça c'est mu0, multiplié par mu-R, 3500, et multiplié par 1000 au carré. Voilà, la section d'une spire, on vous dit c'est 10 cm². Donc 10 fois 10 moins 4, je le mets en mètre carré. Hein, c'est donc 1 cm, c'est 10 moins 2. Au carré, ça fait 10 moins 4. Et ensuite, je divise par le périmètre du tore, donc 2 pi r. Et R, c'est 8,33. Voilà, si on fait le calcul, je crois que ça fait 8 et des poussières. Je ne sais pas si parmi vous, certains l'ont fait. Je vous avais dit de chercher un peu. Voilà, sinon, on peut le refaire. Je crois que tout à l'heure, il y avait une camarade de vous qui l'avait fait. Alors, si vous ne l'avez pas fait, ça va faire du... donc, on a du 2 fois 3,5... 10,3, je vais le recalculer fois 10 moins 7, fois 10, 6, et fois 10 moins 3. Voilà, ça fait 0,7. Ça fait 700. Ça fait 700 divisé par 8,33, je crois. Je refais le calcul. 78. Je pense que ça fait 8,4 Henri. Hein. C'est ça. Donc ça fait... Oui, on doit être à voilà, 8,4, voilà, ça fait 8,4 Henri si on fait le calcul, je ne sais pas si certains l'avaient fait. 8,4 Henri, hein, L égale 8,4 Henri. Voilà, pour la question numérique. Oui, je vous écoute. Comment on les valeurs de N et de S? Alors pour S, c'est la section d'une spire. En fait, la section d'une spire, les spires sont circulaires. Vous voyez, en fait, c'est bobiné autour d'un cylindre en forme de tore. Hein. Vous voyez, on bobine le fil en cuivre. C'est ce que j'ai représenté en rouge sur le schéma. Et les spires sont circulaires. Vous voyez, c'est un peu comme
le ressort d'un stylo. Vous voyez, voilà. Donc s'il est tout en longueur, ce serait une bobine cylindrique. Et si vous prenez le ressort du stylo et vous essayez de faire toucher ces deux bouts, ça fait un tore. Vous voyez, cette forme-là, toutes les spires du stylo, ben, elles ont tout le même périmètre, donc toute la même surface. Et la surface de la spire, elle vous est donnée ici. Vous l'avez, les données du problème, vous les avez là. Voilà. Donc vous avez des spires de la bobine qui font 10 cm², donc 10, 10-4. J'ai mis, ça, je l'ai mis ici, hein, c'est le 10, 10-4 que j'ai à la fin. Et ensuite, la longueur de la bobine, en fait, c'est le périmètre du tore. Hein, et comme le tore est circulaire, on vous donne, vous voyez, R égale 8,33 cm, on vous donne le rayon du tore. Donc le petit L, hein, c'est 2pi multiplié par 8,33 cm, donc 10 moins 2. Voilà, c'est en centimètres qu'il faut le mettre. Voilà, c'est pour ça que j'avais ce coefficient. Voilà. Donc, voilà, donc 2pi fois 8,33, 10 moins 2. Et en tout, ça fait 8,4 Henri, si vous faites le calcul. Voilà. D'accord, je réponds à votre question, mademoiselle? Oui, merci. Oui, c'est bon. Attendez, je refais quand même mon application numérique, mais je pense que c'est bon. Hein. Ça fait... donc là, j'ai du 2, 10 moins 7 fois 3, 5, 10, 3. Fois 10, 6, et fois 10 moins 3, et je divise par 8, 33, 10 moins 2. Que 10 moins 2, ici ça fait du 10 moins 1. Là ça fait du 10 moins 2 fois, ça fait 10. Ça fait 70 divisé par 8,33, c'est ça, ça fait 8,4 Henri. Hein, donc je vais vérifier quand même une deuxième fois par le calcul. Et la bonne valeur, c'est ça, c'est 8,4 Henri. Voilà, donc là j'ai l'inductance. Alors ensuite, on vous dit, on applique dans la bobine un courant qui a le profil suivant, donc il croît linéairement de la valeur 0 à la valeur grand I pendant un temps delta t, et ensuite le courant devient constant. On vous demande comment varie la tension au bord de la bobine. Vous voyez, donc on injecte un courant dans la bobine, on fait ça. Vous voyez, si je reviens à mon bobine, j'ai ça. Et donc il va apparaître, du coup, s'il y a un courant variable, il apparaît une tension U de T entre les bornes de la bobine. Voilà, c'est cette tension U de T qu'on souhaite déterminer. Alors, pour ça, voilà, on a le profil de courant suivant. Donc, on vous dit, alors, le courant, je vais le mettre ici. Donc là, j'ai I de T, fonction de T. Voilà, et je vais faire correspondre voilà, voilà, la tension. Alors, oui, le courant là-haut. Et la tension en bas. Voilà, donc le profil de courant, on vous dit un courant qui varie de 0 voilà, à grand I pendant delta t. Voilà, donc vous avez alors le delta t, vous l'avez ici. J'ai une ligne.
Voilà, delta T. Voyez, ici, donc j'ai grand I. Attendez, j'ai perdu. Hop, je vais le récupérer. Alors, il est passé où? Quelquefois, il disparaît comme ça. Voilà. Voilà, donc on a ce schéma-là, vous le voyez bien parce qu'il a disparu et puis j'ai été rechercher mon appli OneNote. Est-ce que voilà, il n'y a pas de problème, ça apparaît à nouveau sur votre écran? Oui, c'est on voit. d'accord. Ouais. J'ai des petits soucis, des fois ça saute comme ça. Alors voilà, on a ça et on veut le profil de tension. Vous voyez, donc ici, c'est j'ai le courant grand I. Le courant grand I qui vaut 6 ampères. Voilà, et le petit delta T, c'est 5 millisecondes. Voilà, donc je veux la tension qui correspond à I de T. Alors je vais partir de quelle formule pour faire ce calcul? Je vais écrire que U de T, ça vaut quoi? En fonction de I pour une bobine. Je vous ai dit que ça faisait partie des formules à connaître par cœur, ça. U de T égale. Alors, U de T égale LDI sur dt pour la bobine. Vous voyez, DI sur dt, c'est la dérivée du courant. Alors, la dérivée du courant, si I c'est une constante, ça vaut 0. Mais par contre, pour T compris pour T compris entre 0 et delta T, là, vous voyez que le courant I est croissant. Et la dérivée, vous voyez que le DI sur dt, c'est rien d'autre que la pente de la fonction I de t, qui est une fonction affine, hein, donc c'est le coefficient directeur. Donc le DI sur dt, c'est I divisé par delta t. Et donc U de t, hein, ça vaut L DI sur dt, donc L multiplié par I et divisé par delta t. Voilà, je vais faire mon calcul. Alors, on a dit pour L 8,4, pour I c'est 6 ampères et delta T c'est 5 milli. Voilà, je fais donc le calcul. Donc 8,4 fois 6 divisé par 5 et multiplié par 1000, ça fait 10 kV. Vous voyez, ça fait 10 000 volts. Voilà. 10 kV pour U de T entre 0 et T. C'est-à-dire que ici, là, votre tension est constante, vous voyez. Voilà, entre 0 et delta T, elle est égale à un grand U, hein, qui vaut 10 kV. Voilà, entre 0 et delta T. Ensuite, qu'est-ce qu'elle vaut la tension U entre delta T et l'infini? Puisque le courant est constant, que vaut U? Et U égale LDI sur dt, donc forcément, le U vaut, après, lorsque T est supérieur à delta T, U vaut 0. 0, hein, c'est-à-dire avec une constante 0. Voilà, donc on a ça, ce profil de courant, de tension plutôt. Voilà, donc une tension qui est la forme d'un créneau, hein, U égale 10 000 volts entre 0 et delta T, puis 0 de delta T jusqu'à l'infini. Et pourquoi DI sur dt c'est égal à I sur delta t? Parce que c'est le coefficient directeur, c'est une droite. Vous voyez le I de t entre 0 et delta t. Vous voyez, c'est une fonction affine de la forme AX. Le A, le coefficient directeur, c'est delta I sur delta t. Donc c'est I grand I divisé par delta t.
Voilà, et donc si je dérive AX, ça me donne A. Donc là, je dérive une fonction du type plutôt c'est A fois T, puisque la variable c'est T, c'est pas X. Et le A, donc c'est I sur delta T, le coefficient directeur. C'est OK? Ok, ouais, merci. Voilà. Voilà, alors la question 3 ensuite. Alors la question 3, quelle est à terme l'énergie emmagasinée dans la bobine? Alors, l'énergie emmagasinée, je vous ai dit, on a vu la formule tout à l'heure, on a vu que c'est l'énergie de nature électromagnétique. Hein. Enfin, tout ça, on vous le précisera un petit peu plus, un peu plus en physique dans quelques temps. Donc, le E emmagasiné dans la bobine, je vais noter grand E. J'applique ma formule 1 demi de LI carré. Hein, si le I reste constant, il vaut, après delta T, il vaut 6 ampères, hein, donc ça va faire 1 demi de L, donc 8,4 multiplié par 6 au carré. Voilà, je fais mon calcul. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que ça fait 151. Voilà, ça fait 151 joules environ, qui est emmagasiné dans la bobine. Voilà, donc l'énergie emmagasinée, donc si le courant reste constant égal à 6 ampères, vous avez 151 joules d'énergie magnétique. Alors vous voyez qu'elle est moins pratique à utiliser que l'énergie dans un condensateur, parce qu'un condensateur, elle reste l'énergie, parce qu'elle est due en fait à la dissymétrie des charges sur les plaques. Et comme les plaques, les charges, elles s'attirent à travers les plaques, mais qu'elles ne peuvent pas passer à cause de l'isolant, voilà, donc cette énergie, elle reste voilà, comme une énergie électrostatique sur le condensateur, alors que là, la bobine, il faut qu'il y ait un courant qui tourne en permanence dans la bobine pour qu'il y ait cette énergie-là, 251 joules disponible dans la bobine. Alors, donc on vous dit on fait décroître ensuite la question 4, on fait décroître l'intensité de la même manière, c'est-à-dire qu'on passe de 6 ampères à 0, toujours pendant delta t. Hein, on va refaire décroître le courant. L'énergie, donc, elle va progressivement disparaître. Comme il n'y a pas de source, si vous voulez, de dissipation de l'énergie, il n'y a pas de résistance avec la bobine, l'énergie va retourner vers la source. Bon, il faut que la source, bien sûr, soit réversible, c'est-à-dire qu'elle capte l'énergie qu'elle a déjà cédée. Si c'est une batterie, par exemple, qui se recharge, ça pourrait être le cas, elle pourrait se recharger avec l'énergie qui va lui revenir. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de source dissipative, tout revient à la source. Et donc, l'énergie qu'elle récupère, c'est l'énergie qui était dans la bobine. Donc, l'énergie restituée à la source, c'est l'énergie emmagasinée. C'est l'énergie qui était préalablement emmagasinée, donc c'est les 151 joules qui reviennent à la source. Donc c'est la source forcément qui a permis que la bobine emmagasine ces 151 joules. Et cette énergie est restituée à la bobine parce qu'il n'y a pas de source dissipative. Voilà. Alors, donc question 5, on vous dit que le modèle de la bobine,
est complété par une résistance RS. On vous demande de refaire le calcul. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans une bobine réelle, bien sûr, vous avez les effets inductifs qui sont symbolisés par le symbole de la bobine, mais ensuite, vous avez aussi une certaine résistance. N'oubliez pas qu'on bobine beaucoup de spires. Ici, vous voyez, on a bobiné 1000 spires de diamètre, enfin de surface 10 cm², c'est-à-dire un périmètre de plusieurs centimètres qui sont bobinés. Même si c'est du cuivre et que le cuivre c'est un très bon conducteur, 1000, on va dire, fois 10 cm par exemple, ça ferait quand même 100 mètres, 100 mètres de fil. Vous voyez, pour bobiner. Donc 100 mètres, c'est pas rien, ça a une certaine résistance. Voilà, on vous dit que cette résistance-là, en tout, elle vaut 50 ohms. Voilà, donc ça, dans le modèle, vous voyez, la modélisation de la bobine, ça va donner ça. Vous allez avoir votre bobine, ça c'est le symbole de la bobine. Vous avez ensuite le RS, ici, voilà. La modélisation ici de votre bobine réelle. Donc là, le L égale donc 8,4 joules. 8,4 Henri, excusez-moi. Et puis, la résistance qui vaut 50 ohms. Voilà. Et donc là, on applique le courant. Ici, c'est le courant, ça c'est le courant qui traverse la bobine. Hein. Donc à ces bornes, vous avez une certaine tension U de T. Voilà. Et on vous dit que le courant U de T va suivre le même profil que le profil ascendant qu'il a suivi. C'est-à-dire que là, on va faire descendre I de T de 6 ampères à 0 pendant le temps delta T de 5 millisecondes. Et on vous demande à nouveau quelle est la part de l'énergie qui revient à la source et puis la part d'énergie qui disparaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut calculer ici pour répondre à la question? Est-ce qu'il y en a qui voient ce qu'il faut calculer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? La tension U va baisser, non? Après RS. Alors, déjà, la tension U vaut 0. Au contraire, non, la tension U ici, vous voyez, si le I vaut 6 ampères, la tension U, elle vaut, au bord de la bobine, elle vaut 0. Il va y avoir une tension dans la résistance. Effectivement, vous avez, au bord de la résistance, vous avez une certaine tension parce que vous avez un courant I qui circule dans la résistance. Et ensuite, quand vous faites varier le courant, la tension va varier, c'est-à-dire que la tension U de T va varier. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est plutôt l'aspect énergétique. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, vous avez une certaine énergie dans la bobine parce que vous avez 6 ampères en permanence qui circulent dans la bobine, donc vous avez 151 joules. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces 151 joules, quand le courant va diminuer? Donc si le courant diminue, l'énergie forcément doit diminuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle va où cette énergie, à votre avis? Dans la résistance, non? Pas toute. Une partie, vous allez voir, qui va revenir à la source, une partie de l'énergie qui va revenir à la source, et effectivement, une partie qui va se dissiper par effet Joule dans la résistance. Donc en fait, ce qu'il faut trouver, c'est la part de l'énergie qui se dissipe par effet Joule dans la résistance, et ensuite en soustrayant cette énergie à l'énergie totale des 151 joules dans la bobine, vous allez voir ce qui est restitué. Comme ça, la part de l'énergie qui va être restituée à la source. D'accord? Donc d'abord, calculer les pertes d'énergie dans la résistance. Alors, pour ça, regardez, je vais vous redessiner le profil du courant. Voilà, donc là, le courant, voilà, le courant I. À partir d'un certain instant, on va lui faire suivre le trajet inverse, c'est-à-dire que voilà, on avait le courant qui valait 0, qui valait 6 ampères ici, hein, donc ça c'est ce que j'avais précédemment, et ensuite on le fait descendre à 0 et on lui fait subir ce profil-là. Vous voyez ? Voilà. Alors, pour que ce soit plus simple dans mes calculs, bien sûr, l'instant à partir duquel on fait diminuer le courant,
c'est pas 0, hein, ce serait un T0, mais je vais faire un changement de variable ici. Je vais supposer qu'il descend à partir de 0. Ça, j'ai le droit, ça ne va rien changer au niveau du phénomène physique. Hein, c'est simplement pour mes calculs, ça va être plus simple. Et vous voyez, ça se fait en 5 millisecondes. Vous voyez, donc on va considérer qu'à partir de t égale 0, il vaut 6, et à partir de t égale 0, on diminue le courant linéairement jusqu'à arriver à 0 en un temps delta t égale à 5 milli pour avoir exactement le profil inverse de celui que j'avais pendant la croissance du courant. Voilà. Voilà. Donc avec ça, on va essayer de calculer les pertes joules dans la résistance. Je vais appeler ça les pertes WJ dans la résistance. Vous voyez ce que je cherche? Les pertes joules dans la résistance. Voilà, alors comment je m'y prends? Je sais que la puissance joule, le P petit pj de t, j'ai vu ça en cours, je sais que c'est RS multiplié par I carré de t. Donc ça, c'est la définition de la puissance joule. Et je sais que la puissance, alors là, ce qui est un peu compliqué, c'est que le I, ce n'est pas une constante comme on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc là, la formule que je dois prendre pour lier la puissance à l'énergie, hein, c'est P de J égale dWJ, la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Voilà. Et donc, j'ai l'énergie élémentaire donc qui est dissipée pendant dt, qui vaut Pj de t multiplié par petit dt. Voilà. Donc, le dWj, c'est Pj de t, c'est donc Rs fois I carré dt. Et ça, vous voyez, on s'en occupe entre l'instant 0 et l'instant delta t. Voilà, donc pour avoir la totalité de l'énergie qui va être dépensée entre 0 et delta t lors de la décroissance du courant, il faut que j'intègre. Je vais sommer, je vais faire une sommation continue. Donc l'intégration, ça me donne, je dois intégrer le dWj de 0 jusqu'à delta t. Et si je fais ça sur le dWj, je le fais aussi sur le RS I carré. Hein, donc ça me fait, vous voyez, intégrale de 0 à delta t de RS I carré de t dt. Vous voyez, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je calcule cette intégrale pour avoir l'énergie qui va être dissipée par effet Joule dans la résistance. Donc RS, je connais. Ce que je ne connais pas, c'est I de t. Alors, il faut que je trouve l'équation de I de t. Alors, I de t, bien sûr, hein, je suis entre 0 et delta t. Alors, quelqu'un peut me dire ce que vaut le I de t entre 0 et delta t? C'est l'équation d'une droite affine, fonction affine. Donc, le I de t, ça vaut quoi? AX plus B. Ouais, X plus B. Alors, qu'est-ce qui vaut le B? Qu'est-ce qui vaut le X? Le A, plutôt. Le X, c'est T. Alors, le B, c'est l'ordonnée d'origine, ça vaut? C'est 6. C'est 6. Voilà. Et puis, le coefficient directeur, il vaut quoi? I. Mais non, pas I. Non, R. Non, c'est delta T. C'est quand vous faites un coefficient directeur, que vous avez un axe Y et X, vous faites un delta Y divisé par delta X. Hein, la variation du delta Y par rapport à la variation delta X. Donc ici, ça fait quoi? Ça fait... Si je veux la variation, vous voyez, on a une variation de delta I lorsque T parie de... le delta I, vous voyez, sur l'intervalle delta T, il vaut quoi? Il vaut 6, puisque vous voyez, le delta I passe de 6 à 0 en l'espace de delta T. Donc le coefficient directeur, il vaut quoi? Moins 6. Moins 6 sur 5. Sur 5 milli, moins 6 sur delta T. Ah, vous voyez, le petit a, je vous le mettrai ici, si vous voulez, avec les notations que vous avez en maths. Le petit a, c'est moins i sur delta t. Ouais, voilà pourquoi le moins, parce que c'est décroissant. Hein, vous voyez, c'est décroissant, donc c'est négatif. Donc moins i sur delta t, et moins i, donc c'est 6, et delta t, c'est 5
10 moins 3, hein, 5 millièmes. Mettez-le bien en unité ici. 6 sur 5, ça fait 1,2 fois 1000, ça fait moins 1200T. Donc, I de T vaut 6 moins 1200T. Donc, c'est ça qu'il va falloir que j'intègre. Donc, WJ, ça va être intégrale de 0 à delta T de RS. Donc, le RS, c'est 50. Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, on va mettre 50 ici. Intégrale de 0 à delta T de 6 moins 1200T au carré dt. Voilà. Et donc là, il me reste à trouver une primitive. Il faut que je trouve une primitive de 6 moins 1200T au carré. Voilà. Que vaut la primitive de U' U carré? U' U carré, primitive. Si j'ai une fonction U de x en maths, U' sa dérivée, la primitive de U' U carré, c'est quoi? Oula. Un tiers de... Voilà. Un tiers de U I, au cube. Au cube. D'accord? UN-1 sur N-1. Donc c'est UN-1 sur N-1. Eh non, pas UN-1 sur N-1. Si vous avez U' UN, c'est plutôt U' multiplié par UN, c'est plutôt UN plus 1 divisé par N plus 1. Il faut ensuite que quand vous dérivez, vous retrouviez U' UN. Hein. Donc là, ici, vous voyez, ça va être, si j'ai du U' multiplié par U carré, ici, ce serait, ma fonction, c'est un U carré, puisque j'ai une fonction affine ici. Donc ce serait un U au cube divisé par 3. D'accord ? Voilà, donc ici, vous voyez, alors le U' de la fonction qui est à l'intérieur, c'est moins 1200. Donc, vous voyez, si j'ai moins 1200, ce que je vais faire, regardez, si vous n'avez pas l'habitude, je vais vous le faire, je vais vous faire plein d'étapes. Ça vous fait, parce que j'ai l'impression que vous ne savez plus trop dériver. Alors, certainement, vous en avez fait très peu avec le confinement l'année dernière, c'est ça qui explique. Voilà, donc vous pouvez faire, vous voyez, l'écrire comme ça. Voilà, regardez ce que j'ai fait. J'ai multiplié en bas par et en haut par moins 1200. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, je fais apparaître. Ici, vous avez le U des maths, c'est 6 moins 1200T. Et le U', du coup, c'est moins 1200. Comme ça me permet de faire apparaître ici une forme. Ici, j'ai une forme mathématique, vous voyez, de la forme U carré. Oh mince, j'ai inversé, c'était pas ça que je voulais faire, c'était mettre le moins 1200 devant, hein, je suis bête. Oui, là je voulais plutôt mettre... Ah, bon, ça m'agace. Attendez, j'efface, je vous dis. Hop, voilà. Voilà, le 1200, je voulais le mettre... attends, je vais le mettre du coup, je vais le mettre ici. Voilà, attendez, on va pas tout chambouler. Ici. Voilà, dt. Voilà, et le moins 1200, je fais ça, c'est 50 divisé par moins 1200. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Et pour faire apparaître, vous voyez que le moins 1200, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur du carré. Comme ça, je fais apparaître ici une forme U' fois U carré. Hein. Le U', c'est moins 1200. Le U carré, c'est 6 moins 1200 T au carré. D'accord? Donc, vous voyez, ça me donne du moins 50 divisé par 1200. Et ensuite, j'ai juste à faire la primitive de U' fois U carré, c'est U au cube divisé par 3. Donc, vous voyez, ça me fait 6 moins 1200T au cube divisé par 3 à prendre entre les bornes 0 et delta T. Voilà, donc j'ai juste à faire ça. Ça me fait donc moins 50 divisé par 1200 fois 3, donc divisé par 3600. Et ensuite, dans les parenthèses, je vais avoir 6 moins 1200 fois delta T, donc c'est fois 5, 10, moins 3.
le tout au cube, et ensuite moins 6, moins en t égale 0, ça fait 6 au cube. Voilà. Et donc, ça vous fait du moins 50 fois moins 6 au cube. Moins 6 au cube, ça fait 6 fois 36, et 36 multiplié par 6, ça fait 216. Fois moins 216 et divisé par 3600. Voilà, je fais mon calcul et ça me donne 50 fois 216 divisé par 3006 et ça fait 3 joules. Vous voyez, c'est pas lourd, hein, ça veut dire qu'il y a 3 joules qui sont dissipés dans la résistance. Donc, si on fait le bilan ici, vous avez donc en conclusion, on va mettre ici la conclusion. Donc, il y a 3 joules dissipés dans la résistance. Et du coup, vous avez 151 moins 3 joules égale 149 joules qui sont restitués à la source. Voilà. Donc, je vais vous laisser le calcul là, qui est un peu compliqué. Pour ceux qui souhaitent, qui ont besoin encore de noter, je vais vous mettre comme ça peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai calculé l'énergie dissipée dans la source, dans la résistance, lorsque le courant passe de 6 à 0 en 5 milli. Donc, vous voyez, j'ai une petite intégration à faire. Donc là, effectivement, il faut savoir un petit peu intégrer. Donc 3 joules dissipés par effet joule dans la résistance. Et ensuite, le reste, donc c'est restitué à la source. Le reste, c'est 151 moins les 3 joules. Donc 149 joules vont être restitués à la source. Monsieur, c'est pas 148 joules restitués? Peut-être, oui, vous avez raison. C'est 141 moins 3, ça fait 148. Voilà, et c'est pareil, si on dit que c'est des joules qui sont restitués, on met un S. Et 3 joules dissipés, il y a aussi un S dans la résistance. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Ça va, pas de questions? Non. Voilà. Voilà, s'il n'y a pas de questions, ben je termine ici. Donc pour la prochaine fois, essayez de chercher 2 autres exercices. Voilà, donc cette session, a priori, je l'ai enregistrée. Donc vous devriez la retrouver sur la chaîne sur laquelle vous allez ce week-end. Je vais essayer de mettre ça ce week-end. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, mon Merci, monsieur. monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Week-end.